Des freins à la mise en place de l'agilité, ce manque de confiance. Pourquoi c'est important aujourd'hui dans les organisations de créer cet espace? C'est un facteur clé de succès. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Plus que jamais, est-ce que tu penses que l'agilité, elle est importante aujourd'hui? Ça serait quoi pour toi? Voilà, 2-3 tips. En quoi l'est c'est pertinent? Je sais pas ce que tu en penses. L'agilité. Bonjour à tous, bienvenue chez Code and Spaghetti. C'est notre 4e podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Grégory qui va nous parler de son expérience à la fois en France et aux États-Unis et de LESS, qui est un framework autour de l'agilité. On est sur le 4e podcast de Code and Spaghetti. On reçoit aujourd'hui Grégory. Avant ça, je vais rapidement me présenter. Donc, moi, c'est Nicolas Erhardy. Je suis coach agile chez Capella. Et puis, je te passe la main, Grégory, si tu peux rapidement te présenter aussi. Greg Hutchins, donc coach agile aussi chez Amelior, ici à Neuilly-sur-Seine. Ça fait 18 ans que j'habite en France. Je suis de Silicon Valley par avant, en FinTech. J'ai bossé pas mal dans la mise en place du Large Scale Scrum, ou LESS, chez BM, Mercedes et d'autres sociétés en France. Mm-hmm. Et je suis content d'être ici. Super. Merci super. pour l'invitation. Je t'en prie. Baptiste, du coup? Et moi, du coup, Baptiste, développeur full stack chez Capella. Et ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Super. On voulait faire un petit podcast avec toi, Grégory, pour parler déjà ton expérience. Est-ce que sommairement, tu as commencé à le faire un peu? Tu pourrais présenter ton parcours. Tu as commencé un peu CTO, plutôt dans la tech, et puis ça t'a amené à créer ta propre entité aujourd'hui qui Amelior. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai commencé beaucoup plus bas que ça en tant que testeur qualité dans un des premiers éditeurs de logiciels américains, qui était Lifetree Software, qui a créé VoxWriter. Et VoxWriter, c'était un éditeur, c'était des années 80, donc très, très tôt. Et petit à petit, j'ai pris une direction un peu plus vers le FinTech. Ouais. Développement chez Franklin Templeton. C'est une fund mutuelle où j'ai créé des systèmes de trading, gestion de portefeuille, etc. Et puis, j'ai lancé dans un éditeur un premier produit qui s'appelle Moxie, qui est devenu assez connu. Moxie, c'est un système de trading qui est toujours existant, de Advent Software. Et après, j'ai créé ma propre société avec un investisseur qui était Advisor Software. On a automatisé le conseil en investissement. C'était bien passé jusqu'au point que la crise Internet et tout était échoué. La bulle Internet, tout ça. Et je suis passé en conseil. D'accord. Chez ThoughtWorks. Et puis, sur un voyage en France, j'ai contacté Valtech qui a m'embauché. Valtech qui était connu comme ThoughtWorks en agile. Depuis 2004, Forrester a reconnu ces deux sociétés comme les deux capables de faire agile à l'échelle. Yes. Donc, j'avais une longue expérience agile à l'échelle avant LESS. Chez Valtech, j'ai rencontré Craig Larman, qui est le créateur du LESS, avec Bas Vodda, qui était un de ses clients chez Nokia. Et j'avais le plaisir de bosser avec Craig avant que LESS ait été créé. J'ai mis un peu des idées dedans. C'est pas à moi cette modèle, mais ça me va bien. Jusqu'à ce point-là, j'ai passé pas mal du temps avec des experts Scrum, XP, chez ThoughtWorks et Valtech et d'ailleurs. Et j'étais toujours contre la certification. J'ai pensé que c'était un peu vide, pas vraiment importante. C'est intéressant, ça. Et puis, finalement, j'ai craqué de faire des formations certifiantes en LESS. Mais je suis aussi content de faire non certifié des formations. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, pendant un moment, pendant ma carrière, je voyais le biais que pouvait avoir la certification. Parce que je travaillais avec des gens qui étaient certifiés dans un certain framework. Et pour moi, alors oui, ils connaissaient ce qu'il y avait écrit, mais ils ne connaissaient pas la philosophie, le mindset. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu avais été contre, peut-être en partie, la certification, parce que pour moi, c'est... tu oublies parfois les valeurs et les principes. Et après, je pense qu'il faut aussi l'expérimenter beaucoup sur le terrain. Oui, sur ce sujet, j'ai rencontré un collègue chez Valtech qui a proposé un autre système qui est plutôt sur la réputation parmi d'autres experts et une sorte de collaboration entre des gens qui peuvent
donner des points. Et ça peut avoir de vraies valeurs parce que vous avez tout au long de la carrière de quelqu'un une évaluation de leur performance, leur idée, leur efficacité ou non, leur impact. De prendre un cours pour 2 ou 3 jours, d'être présente, c'est pas difficile. Donc, cette certification, pour moi, est de moins important. Mais j'aime bien de faire des formations quand même, idéalement suivies par une coaching, où on peut voir comment de mettre en place des idées et surtout de les adapter. C'est ça. Donc, je crois fortement dans l'adaptation de théorie dans la pratique et d'expérimenter. Moi, j'ai souvent été confronté à ça, tu vois, et je te rejoins totalement là-dessus. C'est, oui, tu es certifié dans un certain framework, et après, les gens, dans l'implémentation, ils disent, oui, mais c'est écrit dans la nomenclature 2.2, tout ça. Et je dis, oui, mais là, il y a peut-être possibilité, il y a une opportunité de contextualiser pour que ce soit mieux accepté, que ça marche mieux pour cette organisation, pour cette équipe-là. Je pense que c'est quand même une approche plus pertinente, et c'est moi aussi, encore une fois, je te rejoins là-dessus, la petite frustration que j'aurais par rapport à la certification, justement. C'est un biais qu'ont les gens de se dire ok, j'ai la certification, mais je ne sais pas je ne sais pas suffisamment bien l'utiliser ou l'adapter à mon contexte à moi. C'est ça. Parce que c'est ultra générique. Les formations comme toi tu as fait récemment, Scrum, PO ou les trucs comme ça donne des règles qui sont strictes sur des cas très stricts. Et ça s'adapte quasi jamais. Et je pense que c'est... Ou dans 1% des cas de ce qu'on va voir nous au quotidien. Après, je ne sais pas si toi, tu as eu des cas où ça représentait vraiment la vision de, par exemple, LESS ou Scrum. Je pense de prendre une formation du LESS ou d'autres, c'est juste de goûter quelques idées, de donner envie, d'apprendre pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, continuellement. Et il n'y a pas juste une étape où on a appris une formation de 2-3 jours et maintenant on est validé. Ça, c'est une fausse validation. Je suis d'accord. Des personnes qui ont que 2-3 jours de formation, n'importe lequel, n'ont pas l'expérience nécessaire. D'où le coaching après, éventuellement. D'avoir de recul et de voir ce qu'il faut essayer. Mais tout le monde peut avoir une attitude expérimentale. Et je pense, un conseil pour des personnes qui démarrent en agile, c'est de faire simple. Faire le plus simple que possible. Et une raison que j'aime bien là, c'est que c'est le plus simple qu'on a pu imaginer. Je suis d'accord. Certaines personnes souhaitent avoir plus de direction, tout un manuel qui avec des cases à cocher. Et donc, ça existe pour des gens qui veulent ça. Mais des grandes toiles de peinture ne sont pas des toiles qui sont faites avec des numéros, avec des couleurs différentes. De créer ça, c'est plutôt une création organique selon la créativité de la personne dans le contexte. Non, mais c'est intéressant ça. Peut-être si on prend un peu de recul, on voit qu'aujourd'hui tout s'accélère rapidement. Et en même temps que les entreprises, peut-être avec le contexte actuel qui est un peu compliqué d'un point de vue macro, ont une certaine frilosité à aller vers l'agilité. Pourquoi plus que jamais est-ce que tu penses que l'agilité elle est importante aujourd'hui dans notre contexte et dans notre environnement? Je pense l'agilité, ou au moins une façon de penser agile, lean et moderne, c'est de faire confiance dans les équipes, de faire confiance dans les autres, dans l'intelligence collective. Et avec la complexité qu'on a aujourd'hui, si on veut juste diriger, contrôler tous en tant que responsable, en tant que chef, on est très limité, trop limité de faire face à la compétition. Donc, des organisations qui sont très productives, à mon avis, sont eux où des gens sont très motivés. Les gens sont motivés quand ils ont la liberté de penser, de s'exprimer, d'essayer, de rater, impliqué, de corriger. Donc, plein des opportunités d'apprendre. Par contre, quand il y a peur d'être critiqué, peur d'avoir tort, les gens n'osent pas d'essayer des choses. Ils apprennent moins, ils ne prennent pas des risques et il deviendra moins compétitif. Est-ce que pour toi, du coup, ça représente un des freins à la mise en place de l'agilité, ce manque de confiance ou ce cadre de confiance? Le peur en général et la non-compréhension
des personnes dans une organisation. Souvent, des grandes organisations très hiérarchiques, les personnes en ont aucune idée de ce qu'ils font les développeurs. Ils sont même dans un autre département. Ou pire, ils sont outsourcés. Ils n'ont jamais vu ces gens. C'est un mystère. Donc, ils doivent contrôler le mystère parce que c'est dangereux. Il essaie de contrôler avec des budgets, des plannings, des contraintes, des pénalités. Ouais. Mais je pense que ça fait le lien avec... moi, tu en parlais aussi dans d'autres interviews ou d'autres podcasts. Tu parlais la notion de management. Qu'est-ce que c'est que le manager aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un leader aussi. Et je pense que cette notion, elle n'est pas très bien comprise. Puisque pour moi, le fait de manager une activité, c'est essentiel aujourd'hui. Il faut savoir piloter une activité d'un point de vue financier, d'un point de vue commercial, etc. Mais au-delà de ça, il faut savoir amener les gens. Et comme tout s'accélère, on va être dans des environnements de plus en plus transformés ou qui vont se transformer. Et si tu n'as pas une capacité à l'idée, à amener les gens avec toi, à proposer une vision claire, cohérente, partagée, tu es leading by example, l'idée par l'exemple. Donc en même temps, si tu es avec les gens sur le terrain où ils ont un problème, par exemple de code, toi tu es un ancien dev, tu amènes ta patte, ou alors tu dis « Ah mais attends, dans une autre expérience, j'ai eu un problème aussi similaire, je vais appeler un collègue, etc. pour qu'on trouve une solution pour t'aider ». Je pense que c'est aussi un rôle de facilitateur d'une certaine manière, le manager aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense un leader dans une organisation, une personne hiérarchiquement responsable et surtout responsable pour son organisation. Ouais. De créer un environnement où des personnes peuvent échanger sans peur, de créer une fluidité de communication multi-expertise, où des gens ne sont pas cloisonnés dans un petit groupe isolé des clients. Il faut que des clients peuvent parler directement avec les devs et le contraire. C'était le début de l'agilité. Ouais. En XP, c'était de business et équipe qui sont ensemble toute la journée. Et cette idée à l'échelle est souvent perdue. Oui. Et dans les grandes organisations, agiles ou non, ils ont souvent une grande isolation des clients, des personnes en R&D ou de DSI. Ouais. Et donc, le problème est systémique et la solution demande une intervention de réorganiser de la part de la direction vers le bas et le bas vers le haut. Ouais. Comme une direction ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain, souvent, parce qu'ils ne voient pas suffisamment de terrain, des gens sur le terrain ne comprennent pas ce qui fait la direction, souvent. Souvent, il y a une grosse écart. Une distance, Et certaines boîtes de conseil en management conseillent des personnes de ne parler pas avec des gens plus que -1 ou +1. Mettre en place des process. Et des consultants des grandes boîtes, normalement, ils regardent que la direction générale et -1, -2. C'est ça. Et donc, il ne va pas de voir ce qui se passe actuellement pour des développeurs. Non, pour moi, un bon consultant qui est agile veut passer son temps à tous les niveaux, pas toujours dans les réunions, mais côte à côte avec quelqu'un qui fait du dev, ou avec quelqu'un qui parle avec le client, ou avec quelqu'un dans la direction qui réfléchit sur sa posture, ou comment il peut avoir une meilleure société. Il faut avoir vraiment du contact dans des conditions libres, de l'exprimer libéralement. C'est intéressant, mais ça va peut-être nous amener à une autre question. C'est du coup, on va parler un peu de Less. Pour toi, justement, par rapport à ça, et en quoi Less est pertinent? Pour moi, Less est un outil de simplifier une organisation. On n'a que les 3 rôles du Scrum Master, Product Owner, équipe. La direction est là pour assurer que ça existe et que c'est un vrai PO décisionnel qui a probablement responsabilité pour tout un produit. Donc, on veut redéfinir des produits, pas comme des projets, mais un produit vendable, important. Peut-être une entreprise de 2-3 000 personnes aura 1, 2, 3 produits, pas 100. Donc, déjà, avec une réduction de le nombre des backlogs, on peut optimiser les priorités selon la valeur, selon la stratégie de le PDG ou la direction.
Et on peut aussi, en tant qu'une équipe, prendre ce qui est le plus intéressant et le plus valable et pas être obligé de travailler sur quelque chose qui est finalement annulé ou pas pertinent. Mais c'est vachement intéressant et on en parlait un peu avant. Je pense que ça fait écho avec Steve Jobs qui disait, alors ça vient pas de lui parce que je crois qu'à la base c'était quelqu'un d'autre, mais simplification is the ultimate sophistication. Je pense que c'est exactement ce qu'il a fait lui quand il est revenu chez Apple après avoir créé Next. La product line d'Apple était dans tous les sens. Ils vendaient même des licences pour que d'autres constructeurs construisent des Mac ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est vachement... ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup de travail. Je pense que la simplification, c'est beaucoup... ultimate sophistication. Il faut avoir un avis. Ouais. Et si on est Steve Jobs ou on est le leader produit d'une société d'une taille modeste ou importante, il faut avoir un avis. Des convictions. Il faut être capable de dire non. Il faut être capable d'annuler quelque chose qui était une erreur. Ouais. Il faut faire face au fait qu'on fait des erreurs et ça va. Il faut juste corriger. Il ne faut pas prétendre qu'il n'y a pas de problème jusqu'au point que toute la société est morte. Ouais. Et les gens qui disent que tout est prioritaire ne sont pas dans la posture qu'il faut d'être PO. C'est mieux qu'ils trouvent quelqu'un qui a un avis. C'est intéressant, mais ça, je pense que c'est très compliqué pour certains de le percevoir, parce que moi, par exemple, pour avoir été, que ce soit avec des clients ou même dans mes entreprises, à des réunions où il fallait donner une décision pour le produit ou pour l'activité en tant que telle, parfois, tu as l'impression que « Ah, mais on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça ». Et à la fin, moi, la métaphore que je dis, elle est escalée, mais est-ce que tu veux être le taxiphone en bas de chez toi qui vend des cigarettes, tu peux passer un appel, tu peux avoir des chargeurs de téléphone, tu peux tout avoir. C'est excellent. Mais c'est pas exactement ça que tu veux être, parce que les taxiphones, ils sont jamais reconnus. Enfin, c'est pas une entreprise qui révolutionne quoi que ce soit. Ça rend un service, mais en plus, c'est en général pas d'une super qualité. Alors que je pense que se recentrer sur ce qui est important, c'est peut-être ce qui est plus compliqué. Je pense que l'aspect stratégie produit et product thinking est less comme une façon d'implémenter une stratégie produit. C'est une bonne liaison des deux sujets. Dans mon coaching, je passe probablement le plus du temps avec des product owners, product managers, direction générale. Et j'ai une expérience en product management par avant. J'étais développeur, je fais un peu de dev, mais j'ai beaucoup d'humilité sur ma capacité en dev. Moi aussi. Et, donc, je demande l'avis des personnes plus à jour que moi sur des décisions techniques. Et je pense que ça, c'est aussi un exemple de confiance dans une organisation. Il ne faut pas faire l'hypothèse que la personne la plus âgée a le plus de raison. Ouais. Ou alors le pas plus... forcément. Ou le plus haut en statut dans l'entreprise aura plus de raison que la personne qui est tout en bas. Mais ça en vient à un sujet auquel je pensais, c'était... alors oui, les entreprises, elles vont avoir un leader qui va amener une vision, qui va amener une direction vers laquelle ils veulent aller par rapport à un produit, un software, un produit physique. Est-ce que ça reste intéressant dans l'ES? Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais est-ce que ça reste... c'est pertinent que la direction, quand même, interroge ses développeurs, ses Scrum Masters, les PO, pour avoir une idée de la vision dans laquelle elle va, ou est-ce que la vision qui est apportée par le dirigeant doit être respectée, quitte à ce qu'ils perdent des ailes à certains endroits, ou ils perdent un peu en performance, en qualité, ou est-ce que vraiment il faut se focus sur le produit, quoi, et la vision qu'il apporte? Donc, c'est une très bonne question et heureusement, il y a de l'évidence qui n'est pas publiée parce que c'est privé, mais je peux citer quand même l'évidence d'une thèse par un coach agile qui j'ai connu chez BMW, où j'ai passé 2 ans et elle est devenue expert en IA maintenant, mais elle a bossé avec moi chez Mercedes aussi, Claudia Baumgarten. Et Claudia a écrit une thèse sur le sujet des facteurs qui donnent lieu aux collaborations entre des équipes. Quels sont les facteurs les plus importants qui, à l'échelle, est importante, comment que des équipes peuvent collaborer bien? Et elle a trouvé 2 facteurs clés
un qui est du temps libre d'échanger, juste sans agenda, d'échanger libéralement. Et le deuxième, c'était de co-créer la vision avec la direction. Ouais. Donc, la vision doit être pertinente pour les développeurs, pour des équipes. Et si la vision est juste quelque chose écrit sur un tableau blanc, un poster sur le site web, souvent, quand on demande des équipiers, c'est quoi pour vous la vision? Ils disent, on n'a pas une vision. Ben voilà. Et on demande à la direction, mais vous savez que vos équipes ne sont pas la vision, mais nous avons une vision. C'est sur le site web, c'est sur le mur, dans toutes les salles de conférence. Et ils ne comprennent pas que ce n'est pas une question d'écrire quelque chose, c'est quelque chose de vivre, de sentir quelque chose. Donc, en fait, ça en revient à le mettre au cœur de l'entreprise et même au moment du recrutement, ça doit se ressentir dans le recrutement de la personne, d'être impliqué à ce niveau-là, parce que la direction ne va pas forcément être dans le produit en tant que tel, elle va avoir une vision sur le produit. Oui, mais elle n'aura pas cette vision que le développeur aura du produit. Bien sûr. Parce que le développeur, lui, il va le développer, il va savoir ce qu'il va y avoir dedans. Il comprend ce qu'il y a dedans, il sait comment ça va marcher, quelles sont les entrées, quelles sont les sorties de ce produit. Et la direction, elle ne peut pas avoir ce truc-là, à part avec des KPI, des graphes, des formes, ce qu'on veut. Mais elle n'aura pas cette vision de développement du produit. Ouais. Et souvent, il y a cette différence qui est du coup entre les développeurs, et moi je le vis au quotidien sur les projets sur lesquels je suis, où il y a le fameux 80-20, où on se rend compte qu'en fait le client il veut des trucs lunaires et qui servent pas en fait, et au final on se rend compte qu'avec ne serait-ce que 20% de l'application on ferait tourner quelque chose, et c'est dommage que nous en tant que développeurs, en tant que développeur dans ce truc-là, où on ne peut pas apporter ce truc-là parce que le client ne va pas vouloir nous écouter. Oui, mais ça, c'est très spécifique. C'est très spécifique à ce qu'on fait. Non, mais c'est très pertinent et ce n'est pas rare, cette situation. Non, là, on essaie de traiter ce problème directement. Tous les 2 semaines, il y a 5 à 10% du temps accordé à l'affinage du backlog avec tes clients, avec tes devs, tous les devs, avec le PO. Et ce n'est pas que le PO qui a un avis, c'est tout le monde qui a un avis. Finalement, le PO a le droit de prioriser. Oui, il est décisionnaire. Mais sur la base de beaucoup plus d'informations qu'il peut avoir lui-même et beaucoup plus de bonnes questions qu'il a pu avoir lui-même. Donc, on augmente par 10 ou 100 fois la qualité d'informations qui sort d'affinage du backlog avec l'implication de toutes les personnes concernées. Et notamment mais ça demande que le PO laisse faire des autres et que le PO peut-être avait tort et peut-être doit écouter plus qu'il parle. Et donc, cet changement de posture n'est pas évident, spécialement quelqu'un qui était avant un leader traditionnel, qui est demandé d'apporter la vision, apporte le backlog, apporte tout le roadmap d'avoir cette vision forte. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des personnes qui sont facilitateurs, qui ont un avis, mais qui sont un peu allergiques aux détails. S'ils sont trop détaillés, ils ne peuvent pas jouer ce rôle de facilitateur auprès des autres personnes avec des bonnes idées. Et clairement, et ça tu le vois tous les jours sur les projets sur lesquels on est, en fait, pour moi, c'est une capacité à, quand tu es product owner par exemple, et tu interagis avec les clients, c'est de digérer les feedbacks de l'utilisateur. Puisque l'utilisateur va toujours faire un retour solution. Lui, il est habitué. Moi, je veux un Excel, c'est une solution déjà. Moi, je veux un bouton rouge, c'est une solution déjà. Il faut comprendre, être dans une démarche empathique pour comprendre le besoin derrière, challenger, questionner. Et moi, souvent, j'ai vu des PO, soi-disant, qui étaient là, ils disent, bon voilà, il veut un bouton rouge, il veut un document Excel. Et non, mais c'est quoi le vrai besoin derrière? Parce que si tu as peine la vision du vrai besoin derrière, tu en discutes entre le PO et la dev team. La dev team, ils peuvent te dire, et l'UX UI aussi, te dire, bah là, on peut faire une pierre de coups parce que là, on répond à 3 besoins en une solution ou des choses comme ça. Excellent exemple. Et après, tout le monde est gagnant. Tu as coupé le coût en toi. Ouais. Donc, tu payes un tiers du coût que si tu as fait d'un point de vue et du coût. Le coût de maintenance, on ne parle même pas. Le meilleur code, c'est le code que tu n'as pas écrit.
Exactement. Et ça, en plus, tu peux et le plus que tu éloignes le développeur de client, le plus que le dev est obligé de faire des hypothèses, d'imaginer si ça, peut-être ça, donc de créer du code flexible, entre guillemets, parce que personne ne sache ce qu'il faut faire. Donc, on fait tout et n'importe quoi. Dans le code est du spaghetti. Tu as parlé un peu de exact. Ben, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Donc, ça peut être la pensée systémique, le système qui donne lieu à le plat de spaghetti. Mais ça, c'est vachement intéressant. Et par exemple, nous, on en parlait aussi un peu avant sur la dimension développement durable, bas carbone, etc. Moi, je suis arrivé sur des projets où, en gros, la question, c'était mais comment vous allez faire sur les phases amont de cadrage un petit peu pour amener cette dimension bas carbone. J'ai dit, mais on ne va pas réinventer la roue. On applique les principes agiles Lean, on challenge le besoin, on comprend quel est le réel besoin. Et déjà, là, tu arrives avec un socle sobre. On est sur de la sobriété fonctionnelle. Pas de la sobriété technique, de la sobriété fonctionnelle. Et donc, si tu amènes déjà cette sobriété fonctionnelle, après, les développeurs, en tout cas chez nous, ils sont formés à l'éco-conception et eux, ils ont des techniques pour optimiser le code ou l'infra ou des choses comme ça. Et puis même d'un point de vue fonctionnel, vu que ça sera déjà éco-conçu, ben en fait, l'éco-conception va être induite dans le code indirectement, même s'il y aura des ajustements à faire en code quand même, mais ça sera induit indirectement par le fonctionnel. Et c'est ça qui est bien parce qu'en fait, on gagne un temps infini entre le fonctionnel, le développement, le test. Enfin, il y a tellement d'étapes que tu peux pas te permettre en dev de dire ok, en fait, il faut que je réfléchisse à ça, ça, ça et ça, et comment je vais mettre en place ça et ça et ça. T'as pas le temps en fait. Et ça, je l'avais expliqué à un décisionnaire justement, où je lui disais, tu es obligé sur le point de vue fonctionnel d'avoir cette approche-là. On est très proche des valeurs agiles en termes de product management, parce que je lui ai dit, si on fait pas ça, imagine. Alors oui, les développeurs ils sont formés à l'éco-conception, mais tu vas leur demander de construire une usine nucléaire ou une usine tout simplement à charbon. Et oui, ils vont te la faire en bois avec du matériau durable et ils vont mettre des panneaux solaires, mais ça restera une usine à gaz qui ne répond pas exactement à ton besoin, en fait. Donc, ouais, non, c'était la métaphore importante là-dessus. C'est une dimension intéressante et inspirante. J'aime bien des éléments de co-designer ou co-conceptualiser le système, qui demande aussi le contact direct entre les devs et le client, la personne de métier. Et j'aime bien l'idée d'expérimentation, des cycles courts, où personne n'est obligé d'avoir raison. Des fois, on demande au PO d'avoir des réponses à toutes les questions, et des PO ont peur à dire « je ne sais pas ». Mais il faut encourager des personnes d'admettre qu'ils ne savent pas. Comme ça, on peut faire une expérimentation, on peut voir ce que des gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et de faire ça court et rapidement et d'éviter des fausses hypothèses. On a parlé un petit peu de la notion de confiance ensemble, de tout ce que ça pouvait vouloir dire pour les organisations, etc. On a parlé d'intelligence collective aussi. Justement, pour toi, pourquoi c'est important aujourd'hui dans les organisations de créer cet espace où pas forcément les bonnes personnes, on choisit la bonne personne, mais les personnes puissent être en capacité d'échanger entre elles justement pour forcer cette intelligence collective pour le bien du projet. On a commencé un peu à en parler, mais ce serait intéressant peut-être de poursuivre là-dessus. Je pense que j'ai une réponse de mon cœur et un sens humaniste que les gens sont tous quelque chose à dire qui est importante, qu'il faut être respectueux, il faut écouter, il faut imaginer que peut-être on a tort. Taiichi Ohno, qui est le père de Lean, a dit que le meilleur des personnes, 50% de leurs croyances sont fausses. Ça, c'est le meilleur. Donc, on a tous des fausses idées reçues. C'est les biais cognitifs classiques. Quoi. Mais ensuite, après des sentiments qu'on peut avoir chacun, il y a de l'évidence faite par Google pendant une longue étude ils ont faite sur des équipes les plus performantes, Aristotle Project, où ils ont trouvé que les équipes les plus performantes sont eux qui ont une sécurité psychologique. C'est ça, ouais. Et cette sécurité psychologique est visible parce qu'il est corrélé avec le pourcentage du temps que chaque personne prend pour parler dans une équipe. Donc, si on mesure le temps
d'exprimer, si chacun s'exprime avec une sorte d'équivalence, c'est un indicateur que cette équipe a un fort niveau de sécurité psychologique. Exactement. Il n'y a personne qui a peur d'être critiqué, il peut dire ce qu'il pense. Il y a toujours des gens plus bavards que des autres, mais quand on a une situation d'équipe où il y a des gens silents, ces gens, ils sont silents pas parce qu'ils n'ont pas un avis. Mm-hmm. Parce qu'ils ont peur. Il y a d'autres raisons. Ouais. Ouais, ils ont peur soit de donner un avis et de passer mal devant la direction. Ou peut-être ils ne sont pas contents d'être là. C'est un truc que j'adore en LAS qui traite plusieurs problèmes en même temps, c'est le Team Self-Design Event. Mm-hmm. C'est l'auto-organisation des équipes où tous les gens qui veulent être sur une équipe bien dans la même grande pièce, Mm-hmm. on a des tables de 5 à 7 chaises pré-organisées. Et des gens peuvent choisir avec qui ils veulent bosser et des fois sur quoi, s'il y a différents produits ou product areas. Et il peut connaître un goût de la technologie dans ce produit, une idée de roadmap de ce produit. Ouais. Et j'ai animé ça jusqu'à 160 personnes en même temps chez Flixbus en Munich. Ouais. C'était en 2017. Je viens de recevoir un mail de leur cofondateur aujourd'hui qui veut revoir un peu l'organisation. D'accord. Mais ça a super bien marché pour eux après une fusion de 2 grandes sociétés, de créer des équipes multi-composantes, multi-talents, auto-organisées et autonomes. Donc, c'est un sort de coup de changement organisationnel qui est souvent une partie d'une transfer LAS. J'ai fait une autre fois à peu près de même taille avec une société de gaming online, des paris pour l'argent. Okay. C'était fait en ligne pendant le confinement sur un grand mural. Moi et un collaborateur, Ben, sur un mural. on a donné chaque personne un avatar et des avatars ont s'organisé autour des petites tables de créer 20 équipes dans une après, demi-journée. Tu peux créer des rooms et tout. Et on a créé des rooms, on a parlé tout à l'heure de Teams, qui était super difficile à programmer parce qu'on a voulu appeler Teams dans un breakout à part pour chaque équipe qui veut un peu de temps à discuter entre eux. On est arrivé après un certain temps, mais c'était pas ça. On allait aller sur Discord à ce moment-là. ça peut être plus facile. Non, mais c'est d'où la discussion qu'on avait un moment aussi sur les outils. Ça m'amène à une autre question, puisque tu parlais de la notion un petit peu de collaboration. Et récément, tu as fait un podcast avec Valentin de chez Reactive, et tu as parlé beaucoup de confiance. Moi, à titre personnel, c'est un élément que j'essaie d'insuffler un maximum sur les projets sur lesquels j'interviens, parce que pour moi, c'est un facteur clé de succès. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est clé. Bonjour à Valentin, s'il écoute ce podcast. Il est génial, il a donné on l'a tous les deux entendu. On l'a tous les deux écouté, c'était super intéressant. Je pense que la confiance est très liée à le sujet de sécurité psychologique et c'est lié à la délégation et le leadership. Donc, il y a un exercice que je fais souvent en coaching et que je fais souvent dans les formations aussi, qui est sur le servant leader. Et bref, dans cet exercice, des sous-équipes, des groupes de personnes réfléchissent sur ce qui était la plus importante qualité de le meilleur leader qu'ils ont jamais eu et le pire. Et souvent, un des plus importants facteurs clés pour le meilleur leader, il a fait confiance. Et le contraire, le pire, il n'a pas fait confiance. Et tout le monde peut imaginer personnellement une expérience quand quelqu'un d'important n'a pas fait confiance, quand ça casse le moral. Ça casse la dynamique. Et donc, des gens doivent absolument travailler sur cet sujet s'ils veulent être un leader agile, parce qu'ils n'ont pas toutes les bonnes idées, personne, et de collecter des idées, de faire vivre des idées et des bons échanges, il faut créer de confiance. Mais c'est vachement important parce qu'on en parlait, pourquoi l'agilité est importante. On expliquait aussi qu'il y avait un contexte où tout s'accélère. Et
comme tout s'accélère, on va être en perpétuelle transformation dans les entreprises, dans les organisations, dans les équipes. Et il y a un bouquin qui a été écrit, Change, de John P. Carter, qui est vachement intéressant. Et alors, il y a les 8 steps du change, de la transformation. C'est vachement bien fait et je crois que c'est d'ailleurs des best-sellers sur la notion de change. Mais il explique que un des facteurs tout son processus de 8 steps, ça ne marche que s'il y a de la confiance. Et on parlait encore une fois, et ça fait écho avec la notion de leadership et de leader, c'est leading by example. C'est oui, tu peux afficher ta vision belle, bien mise sur un site internet, sur une affiche ou autre, mais si les collaborateurs, ils la ressentent pas, ils la vivent pas, parce que tu ne montres pas l'exemple ou que ton middle management ne montre pas l'exemple, ils n'arrivent pas à se l'imprégner en fait. Et moi je sais, on est déjà chez Capella, on est en période de change, mais dans les organisations, dans les projets, on est en période de change. Et si c'est juste une vague phrase ou un slogan, mais qui n'est pas suivi des actions concrètes par les servant leaders, qui pour moi sont les managers, les gens ont du mal à s'imprégner de la chose. Enfin, je sais pas ce que... Et puis même, ça enlève aussi un peu de confiance que tu as en l'entreprise qui est censée là pour t'accompagner, entre guillemets, pour t'accompagner dans les projets dans lesquels tu vas aller, de t'orienter correctement sur les projets que tu vas faire, pas faire, là où tu es bon ou tu n'es pas bon, potentiellement, ou même te former. Par exemple, chez nous, on fait de l'éco-conception. J'ai eu une journée de formation sur l'éco-conception. Pour moi, ça ne me paraît pas suffisant pour dire, OK, demain, je suis capable de produire un software complètement éco-conçu qui répond à certaines normes. Je ne les connais pas, les normes. Comment je fais? Je me renseigne tout seul, je fais des formations, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est comme ça. Et c'est vrai que là où ça brise une confiance qu'on apporte, qui pourrait être apportée par la direction ou par des managers plus bas. Et c'est un peu dommage en vrai que ce soit comme ça. Enfin, moi, c'est ma vision sur la confiance aussi. Je pense que c'est important de créer un environnement où l'apprentissage, le co-apprentissage est acceptable et anticipé. Et tous les gens peuvent arriver avec une naïveté, mais une bonne volonté d'apprendre et d'apprendre ensemble. Souvent, donc je suis appelé de faire une formation. Évidemment, une entreprise qui m'appelle de faire une formation a un budget d'apprendre. Bien sûr. Et quand je demande une question basique, à quel niveau de confort avez-vous si vous arrivez au travail, vous ouvrez un bouquin et vous lisez pour 1 heure lundi matin à 9 heures, et votre manager passe et vous êtes en train de lire un bouquin, est-ce que c'est confortable chez vous ou non? Et la plupart des gens, non, pas du tout. Donc, il peut apprendre dans une formation, mais au travail, il doit travailler. Mais ça, c'est... Mais cet conflit est idiot. Si des gens peuvent aller aux formations assez chères d'apprendre, pourquoi pas plus ou moins gratos de lire au travail? Et souvent, des gens disent, oui, mais il faut lire le soir, quand tu es bien fatigué. Oui, quand tu n'as plus d'énergie. C'est pas le meilleur moment. C'est le moment tout le temps dans la journée quand vous avez une curiosité d'apprendre. Et il faut créer ce type d'organisation par l'exemple. Quand on montre en tant que leader qu'on est en train de lire, peut-être on a un book club ou on a un coin de livres, et on peut montrer que ça va de lire au travail, et après de discuter. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a pas pensé qui était juste, qu'est-ce qu'il faut tester, et juste de créer un bon environnement où personne sache tout, et tout le monde est en train de humblement apprendre. C'est vachement intéressant parce que moi, je fais le parallèle avec d'autres livres que je lis et tout, qui sont plus sur... c'est un peu des neurosciences pour expliquer comment le cerveau fonctionne. Et en fait, c'est expliqué on parlera peut-être après de la notion de créativité et d'innovation, mais la notion de créativité, par exemple, la manière dont ça fonctionne dans un cerveau, c'est 2 idées qui n'ont absolument rien en commun, s'entrechoquent au bout d'un moment. Et ça n'arrive que dans des moments de leisure ou de boredom, donc soit de loisir ou d'ennui. Et c'est pour ça qu'il faut donner l'opportunité, justement, parce que si on est tout le temps productif, ton cerveau il est tout le temps dans un mode, justement, de productivité. Et si tu lui laisses pas l'opportunité, justement, de réfléchir à autre chose,
tu n'auras jamais cette créativité. Donc, tu lui donnes jamais l'opportunité de justement pouvoir être créatif. Ouais. Et je pense qu'on peut faire la même chose pour les organisations, du coup. Le cerveau humain fonctionne comme ça, l'individu fonctionne humain. Il faut que l'organisation, les équipes, etc., implémentent cette même logique-là. Et peut-être pour rebondir là-dessus, moi, ça me fait penser à une autre question. Aujourd'hui, je pense que la notion de créativité, c'est vachement important pour les entreprises. Et moi, souvent, le feedback que j'ai par rapport à ça, oui, mais nous, notre métier, on n'est pas sur des métiers créatifs. On n'est pas des designers, on n'est pas des choses. Ouais, mais Et moi, je dis, mais attention, là, on parle de créativité. La créativité, tout le monde n'est pas Picasso, ne deviendra pas Picasso et n'a sûrement pas d'intérêt à le devenir. La notion de créativité, c'est de trouver une solution originale à un problème donné. C'est pas être créatif au sens littéral du terme. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vachement important. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est absolument important. Dans les organisations, l'innovation et créativité peuvent être favorisées par certaines pratiques. Des jeux d'innovation sont des pratiques que j'ai utilisées depuis le début avec Les. J'ai lu et je suis ami avec Luke Coleman, qui a écrit ce livre, mais pas que lui. Il y a plein d'autres personnes qui favorisent l'aspect ludique de jouer. La gamification. On a parlé tout à l'heure des enfants et l'importance que leur inspiration peut porter. D'avoir une humeur et d'avoir une possibilité de rêver ensemble, pas juste avoir une vision. J'ai un ami qui est aussi coach, Ari Tika, qui a proposé des interventions avec des équipes de rêver ensemble. Et normalement, on parle en agile de vision produit, mais de vision, on a déjà décidé où on va, on veut y aller. Pourquoi pas être encore plus créatif si on imagine une solution. Tu as un jeu comme ça, c'est Imagine the Future. Imagine the Future, exactement. C'était dans son livre. Oui, exactement. Et je pense, si tu reviens sur la question, des métiers qui ne sont pas créatifs entre guillemets, n'existent plus. Je suis d'accord. Donc, on a aussi un peu le sujet de l'IA, et j'ai entendu une expression que j'aime bien, que je prête. C'est pas IA qui prend ton boulot, c'est quelqu'un qui sait comment utiliser IA qui prend ton boulot. C'est ça. Et donc, des gens doivent être créatifs juste à apprendre, d'essayer des choses. Il ne faut pas avoir peur de l'IA. Il ne faut pas avoir peur faut avoir peur de faire toujours la même chose tous les jours. Mais ça, c'est vachement... Tout le monde doit penser dans le sens d'automatiser. Comment d'éliminer ce qui n'est pas beaucoup de valeur ajoutée de ce que tu fais tous les jours, avant qu'il y ait une autre personne qui arrive d'éliminer ton boulot. Mais ça, si tu veux juste garder une activité qui n'est pas très intéressante, et il y a quelqu'un d'autre qui peut voir que finalement, c'est un gâchis. Exactement. Je prenais un exemple qui me vient en tête comme ça. J'ai été en consultation médicale hier et on parlait de gâchis, justement, le fameux GAMU dans Lean, le déchet qu'on essaye d'éviter. Et j'arrive, il y a l'accueil avec les infirmières qui prennent juste la carte vitale, les choses comme ça. Et puis, ils me demandent ma carte mutuelle. Je dis, je vous l'envoie par mail. Je l'envoie par mail. Et puis, je vois, elle attend pendant un moment devant moi. Et je vois ma carte mutuelle sortir imprimée. Elle imprime, elle regarde, et elle le rescanne pour l'avoir dans son système. Wow. Et là, j'ai fait « Ah, d'accord ». Donc là, on vient juste de perdre 5 minutes, alors que tu aurais juste pu prendre le PDF et le mettre dans ton système. Et ça, j'ai trouvé... Et en fait, je pense que c'est vraiment ça. Alors là, je pense que c'est l'habitude, c'est le process. Mais si tu ne challenges pas ça, et moi, je voulais avoir ta vision là-dessus. Récemment, j'ai terminé un livre qui s'appelle Deep Work, vachement intéressant. Et il expliquait que la notion de Deep Work, c'est l'état dans lequel tu es dans le travail en général, mais dans tes passions aussi, où tu arrives, ce qu'a appelé Mihaly, un sociologue, l'état de flow. Ça, c'est l'état maximum de ça. Et la notion de Deep Work, c'est dans un état de focus, de concentration extrême qui te permet d'atteindre des niveaux d'expertise très importants
difficilement réplicable. Et c'est là où c'est important avec l'IA, parce que je pense que si tu es en capacité tous les jours d'être dans cet état de deep work, où tu repousses un peu tes limites, où justement tu mets en place un environnement qui te crée des compétences certaines, difficilement réplicables, ça va en contradiction avec le shallow work, qui est facilement réplicable. Et j'ai l'impression que l'IA est très forte pour ce qui est facilement réplicable ou logique ou tout ça. Et on parlait de la notion, juste avant le podcast, de spécialité. Je pense que la spécialité commence à devenir du shallow work et que la notion de deep work, c'est la capacité de créer cette spécialité, mais de l'augmenter avec l'IA si tu peux, ou alors de carrément être, on parlait de compétences, moi j'ai la métaphore de T-shape, donc tu as ton expertise et puis sur la barre du T, tu as toutes tes autres compétences que tu peux mettre à profit justement pour la créativité, pour l'innovation, pour tout ça. C'est excitant le période dans laquelle on vit, parce que de exponentiel apprentissage qu'on peut avoir avec ces outils, c'est extraordinaire. Ah ouais, moi, en fait, pour l'instant, je le vois comme l'utiliser comme un assistant. Ouais. Ça m'apporte beaucoup d'insights, beaucoup de feedback, beaucoup d'idées que je n'aurais pas. Ça peut faire gagner beaucoup de temps quand tu as énormément de masse de données, les résumer, les traduire, les interpréter graphiquement ou autre. Enfin, moi, Puis même, en plus, sur le code, je sais c'est un super moteur de recherche, quoi. Ouais. Au final, ChatGPT, c'est quoi ? C'est Google. Donc au final, c'est un moteur de recherche. Donc en fait, c'est un moteur de recherche qui est un peu plus complexe, mais qui, au final, recrache des informations que j'aurais passé 1h30 à chercher sur Google. En fait, ça me montre des Stack Overflow qui sont déjà validés ou des informations qui sont facilement trouvables ou même un peu plus complexes à déterminer. Et du coup, au final, si on écrit un bon prompt, en fait, ça remonte la bonne information au bon moment, au bon endroit. Et en vrai, ça fait gagner un temps infini de recherche. Ah, clairement. Et du coup, je peux passer plus de temps à coder, même des trucs plus compliqués ou qui me demandent plus de réflexion sur le modèle de données ou le front, le back, n'importe quoi, où je vais plus pouvoir me concentrer sur comment mieux faire plutôt que de me dire comment je vais faire. Non, c'est vachement intéressant. Et c'est ça que je trouve super important, c'est que maintenant, tout le monde a eu peur pendant un temps, oui, l'IA, ça va nous remplacer. Moi, je pense pas. C'est juste un outil qui me permet de bypass Google et d'utiliser un outil qui est plus pertinent, ça dépend de la version, mais qui est plus pertinent et qui est plus précis et qui peut me donner plus de détails et qui peut même aller plus loin dans ma recherche. Parce que moi, j'ai configuré pour que plutôt qu'il me dise juste la réponse, il va me donner la réponse et des pistes d'amélioration et d'autres options possibles par rapport à mon problème. Et ça, c'est cool parce que moi, ça me fait voir différents trucs en même temps. Clairement. Alors ouais, il y a des moments où le prompt, il est un peu long. Parce que bon... Mais sinon, c'est super. Non, je pense que c'est très bien l'aspect où le résultat de ton interaction avec une IA est de diversifier tes idées, de penser plus large avant de concentrer, de trouver une solution. Ouais. C'est un peu lié avec le problème que tu as parlé tout à l'heure. Quand quelqu'un arrive avec une solution, avant de poser vraiment c'est quoi le problème, c'est quoi l'impact qu'on veut avoir, on est limité fortement très tôt, qu'on en peut être beaucoup moins limité. Et en général, je pense que tu adresses le pur des gens qui voient leur boulot en train d'être automatisé. Le potentiel des idées pas déjà automatisées, pas déjà pensées, est énorme. Il n'y a pas de limitation. Clairement. Donc, je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais il faut toujours apprendre. Et au pire, ils ont besoin de développeurs pour faire les IA, donc ça me va très bien sans aussi. Doute, oui, sans doute. Ça me fait penser, du coup, ce que tu expliques. On parle aussi un peu d'innovation. Et moi, il y a quelque chose qui est important quand j'entends innovation, c'est risque. Toi, tu as une super expérience, on en parlait avant, qui est en plus internationale. Tu as presque 30 ans aux États-Unis, plus de 15 ans en France. Donc, tu as pu voir ça. Je sais que personnellement, on a aussi un peu échangé sur ces sujets-là. Pour toi, c'est quoi la principale différence, par exemple, culturelle entre, par exemple, les États-Unis ou la France, mais ça pourrait être d'autres pays en fonction de tes expériences, sur la notion de risque? Moi, je l'aperçois, mais j'aimerais avoir ta vision dessus. Je pense qu'on apprend de très, très jeune, selon nos parents et nos situations, que c'est acceptable ou non de prendre des risques. Il y a des psychologues à Stanford
il y a une Carol Dweck qui a écrit plusieurs choses. Un qui était sur le terrain A et B des personnes, qui apprend que ça va de prendre des risques, ça c'est comment on apprend, versus si tu as une faute, tu es mauvais, donc tu ne dois pas prendre des risques, tu dois éviter des risques. Et elle a fait une étude avec un nombre significatif des personnes. Elle a trouvé une différenciation entre des jeunes filles et des jeunes garçons, que des jeunes garçons sont parentés, que le risque est acceptable, et ce n'est pas une surprise qu'il va souvent en sciences et maths, et que des filles sont des petites princesses qui doivent être parfaites, qui ne doivent pas prendre des risques, qui doivent être parfaites. Elles doivent être parfaites. Donc, c'est vraiment dommage que notre culture a commencé de traiter différemment des garçons et des filles, qui ne favorisent pas l'avancée des filles en STEM. Donc, je pense déjà il y a quelque chose que chaque parent peut faire, ou chaque personne qui fait une interlocution avec des enfants, et spécialement des filles, que ça va de faire des erreurs, c'est normal. Puis, je pense que le risque dans le sens financier est la façon d'avoir un bon retour. Et des Américains, on a des expériences dans les actions et des portefeuilles des équités depuis très longtemps. La France avait vraiment freiné ce type d'investissement. Quand France Télécom est devenue une société publique, plein de gens ont acheté pour une première fois une action. Et quand l'action a tombé, ils ont eu beaucoup de peur. Donc, la quantité de l'argent investi en France avec une retour minimale est très importante. Et c'est une indication de risque financier qui n'est pas enviable. Aux US, j'ai bossé pour quelqu'un, j'ai co-créé la société Advisor Software avec lui, qui était PDG chez Barra. Et Barra, leur slogan était « Risk is good ». Et donc, l'idée, c'est le plus de risque, le plus de retour. Donc, on cherche du risque. C'est une mentalité totalement différente que d'éviter des risques. C'est intéressant. Et on parlait, puisque toi, tu es multiculturel. Je pense que ta fille, là, qui a 16 ans, quelque chose comme ça. Oui. Elle a née ici. Voilà. Donc, mais avec elle a la double, qui sont américains. La double culture. Moi j'ai vécu aux États-Unis étant jeune et j'ai vu le système, l'éducation, l'école américaine et l'école française. Et moi, il y avait un truc tout bête, c'est qu'en France, pendant très longtemps, on ne t'apprend pas à l'expérimentation trop. On te donne des règles, il faut les suivre, etc. Alors qu'aux États-Unis, moi, c'était le premier truc et j'ai été tétanisé quand je suis arrivé. Il fallait que je raconte mon week-end. Et moi, c'était une prise de risque énorme. Là, je n'avais jamais eu ça. Et moi, j'ai l'impression, alors, il y a des avantages, il y a des défauts dans les deux systèmes, ce n'est pas trop la question. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus, on laissait un environnement d'expérimentation pour les enfants. Là, en France, mon impression pareil, on était très cadré, on cadre beaucoup plus. Ça, c'est pareil, mon feedback. Mais je trouvais ça vachement intéressant. Et du coup, depuis assez jeune, en fait, oui, heureusement, j'ai trouvé pendant l'éducation de ma fille ici en France, dans le système public. C'est quelques professeurs qui favorisent vraiment la prise du risque, l'expérimentation, etc. C'est pas le système, c'est l'individu. Et c'est des individuels qui raillent un peu contre un système qui est archaïque, qui doit être changé. Mais le sens de compétitivité français que je sens personnellement, c'est qu'il faut apprendre plus, il faut être plus fort. Et donc, il ajoute à chaque professeur une quantité de matos qui est impossible de couvrir. Et donc, des professeurs projettent énormément d'informations, ils donnent énormément de devoirs, tous doivent être mémorisés. Puis, c'est impossible d'avoir 20 sur 20. Tout le monde a peur toujours de mauvaises notes. Et donc, tout ce système génère du peur, pas beaucoup de confiance, du stress, pas beaucoup d'innovation, pas beaucoup d'expérimentation. Heureusement, il y a plusieurs personnes qui sont au courant de ce problème, qui arrivent de lutter un peu contre cet effet. Et il y a aussi l'avantage d'apprendre énormément des choses par cœur. Je suis persuadé que l'éducation est quand même bien en France, mais qu'il faut favoriser plus du temps libre pour l'innovation.
Non, c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, on en parlait ensemble, et je conseille à tout le monde qui sont intéressés par justement travailler à l'international, The Cultural Map d'Erin Meyer. C'est une franco-américaine. C'est un super outil. Elle a un site internet et elle a cartographié les 8 dimensions de la vie professionnelle. Et très rapidement, on peut voir là, entre les cultures de chaque pays, où est-ce que chacun se situe sur la notion de hiérarchie, de communication directe, de feedback négatif, etc. Ça, c'est un très bon outil. Moi, ça a été un game changer, clairement. Mais j'ai trouvé ça un super bouquin. C'est important parce que je pense que le respect est important pour la création de confiance. On a parlé beaucoup de confiance. On n'a pas parlé beaucoup comment de créer la confiance. Ouais. Mais je pense que c'est gagné. On dit que la confiance n'est pas donnée forcément. Il faut la construire. Oui. Et donc, je pense que c'est du respect, d'écoute, d'avoir plusieurs essais où tu dis quelque chose que tu feras et tu fais actuellement ce que tu dis. Et ça génère un peu plus de confiance. Super. Et je trouve qu'en France, ça n'arrive pas aussi rapidement qu'aux États-Unis. Peut-être, ouais. Tu as raison. Des gens, ils veulent souvent voir pourquoi tu as souri, tu as un angle, tu veux me prendre quelque chose. Donc, petit à petit. Mais heureusement, il y a plein des personnes ici qui font confiance beaucoup plus facilement. Et toi, tu es parmi ces gens que j'ai rencontrés. J'aime bien ça. Non, c'est intéressant. On arrive à la fin du podcast. Je vais avoir une dernière question pour toi. Si tu voudrais donner un conseil à des jeunes aujourd'hui qui voudraient travailler dans la tech, dans l'agilité, ou même se lancer dans l'entrepreneuriat avec une start-up ou autre, ça serait quoi pour toi? Voilà, 2-3 tips, 2-3 conseils vraiment pertinents pour eux. Donc, je pense d'avoir pas trop d'attachement à ces idées. Ouais. Donc, d'être capable de jeter des idées, d'avoir plusieurs, c'est important. Lean Startup, c'est une bonne approche pour des personnes qui veulent essayer l'entrepreneuriat. N'avoir pas peur que quelqu'un peut voler tes idées et de tester tes idées avec d'autres personnes. J'ai appris une technique quand j'avais une vingtaine et j'ai fait un nouveau produit qui est de valider auprès du marché votre idée. Ouais. Et vous prenez une trentaine des entretiens avec des personnes qui sont ciblées par votre produit et vous demandez une séquencement des questions. Si vous avez ce produit aujourd'hui, vous payez combien? Si ce produit est disponible, c'est quel numéro dans vos listes des achats? C'est le plus important, c'est peut-être maybe. D'avoir une idée des compétiteurs que vous ne connaissez pas, demandez d'autres personnes, ils connaissent déjà peut-être Excel, c'est ce qu'ils utilisent pour l'idée de ton produit, peut-être tu as une grosse compétiteur, Microsoft, et d'être entouré par des personnes supportives qui challengent tes idées. Et personnellement, si quelqu'un veut démarrer quelque chose et il veut discuter avec moi, je suis disponible. Ouvert. Oui, je suis ouvert de discuter des idées avec des personnes. J'adore ça. Je fais aussi une formation Product Management, Agile Product Management, où on imagine différentes idées et on valide, on fait une série des jeux d'innovation pour voir comment élaborer l'idée. Mais j'adore ce type d'innovation. Super. Du coup, je voulais te remercier, Greg, pour le podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Peut-être, est-ce que pour les gens qui seraient intéressés par tout ce que tu racontes, est-ce que tu peux... on te suit sur LinkedIn, sur quel réseau Oui, je suis sur LinkedIn, Greg Hutchins, ou si on cherche Améliore Service, on peut trouver le site web. C'est ta boîte, du coup, Améliore. Oui. Okay. Mais c'était un vrai plaisir pour moi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc, merci à toi, merci à Baptiste. Merci. C'était super intéressant, très instructif. Pour moi, c'était très intéressant aussi. Super. Merci d'être là. Merci beaucoup. OK, merci. Merci à tous. Ça conclut notre 4e podcast dans lequel on a eu la chance de recevoir Grégory. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. On est aussi disponible sur les plateformes de podcast audio. Donc, merci à tous et à bientôt.